Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. En enseignement supérieur, l'internationalisation a longtemps impliqué des déplacements physiques à l'étranger. Aujourd'hui, une approche complémentaire s'impose de plus en plus, le Collaborative Online International Learning ou COIL. Ce modèle repose sur la collaboration à distance entre établissements d'enseignement supérieur de différents pays, intégrés directement au cours. Pour les enseignantes et enseignants, il s'agit de concevoir ensemble des activités pédagogiques communes dans lesquelles les étudiantes et étudiants travaillent en équipe à l'aide d'outils numériques. Sans quitter leur campus, ils échangent avec des pairs à l'international, confrontent leurs points de vue et développent des compétences clés comme la communication interculturelle et la collaboration à distance. L'expérience internationale est ainsi rendue plus accessible et inclusive. Ce modèle permet par ailleurs aux établissements de renforcer leurs partenariats internationaux pour construire de véritables ponts pédagogiques. Pour discuter de l'intégration de ce modèle-là dans le contexte de l'enseignement supérieur québécois, on reçoit Bruno-Philippe Richard, qui est chargé de cours et conseiller pédagogique au service de pédagogie universitaire et de formation à distance à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, Bruno-Philippe s'intéresse tout particulièrement au principe de la conception universelle de l'apprentissage, à l'inclusion, à la valorisation des réalités et des perspectives autochtones, ainsi qu'à l'internationalisation de l'éducation. Bonjour, Bruno-Philippe. Bonjour, Charlotte. Merci de nous recevoir. Le plaisir est pour moi. On reçoit aussi Maxime Blanchette, qui est travailleur social et professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ses intérêts de recherche portent entre autres sur la diversité sexuelle et de genre et sur le développement de pratiques innovantes en intervention. Maxime a mené un projet de cours synchrone entre Tahiti et le Québec pour soutenir le développement des compétences interculturelles des étudiantes et étudiants. Bonjour, Maxime. Salut. Allô, donc bienvenue à vous deux. Je vais commencer avec Bruno-Philippe. Je te demanderais de me dire un peu d'où est venue l'idée de développer un projet de collaboration interuniversitaire à l'UQAT. Ben, si tu me permets, Charlotte, je commencerai peut-être par un bref historique, en fait, de notre côté à l'UQAP. Peut-être juste pour contextualiser, en fait, qui nous sommes à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, nous sommes une petite université de région, petite comparativement à celle des grands centres, je présume, mais on aime dire quand même que nous sommes une petite université à grande vocation. Donc, nous sommes situés là, à environ 700 km de Montréal, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de visiter notre belle région. Donc, déjà, il y a un aspect, géographique à considérer, territorial à considérer dans notre réalité, qui n'est pas indépendante, qui n'est pas étrangère. On va le voir au contexte de mobilité internationale qui nous intéresse dans notre discussion. Donc, nous sommes d'une petite université qui quand même largement grossi dans les dernières décennies, mais nous avons un service d'internationalisation qui est plutôt récent, plutôt jeune. Donc, en fait, qui date d'environ 2019, là, un peu pré-pandémique, si on peut se permettre le jalon historique. Donc, cette contextualisation-là est importante puisque, bien sûr, il y avait des ententes interuniversitaires internationales, il y avait de la bidiplomation par le passé, il y avait aussi des échanges internationaux par le passé, mais disons, la formalisation là, de tout ça par un plan structurant d'internationalisation a été réalisée dans les 5-7 dernières années. Donc, c'est la première peut-être mise en contexte qu'on voulait faire. Puis d'ailleurs, on est à l'heure actuelle, là, du bilan de ce premier plan d'action à l'internationalisation qui se terminait en 2026. Ce que je tiens à mentionner aussi dans ce premier exercice-là, premier bilan-là, comme d'autres universités québécoises, on a fait le constat suivant. On a un déficit de mobilité étudiante sortante entrante. C'est-à-dire qu'on accueille, l'UQAT accueille beaucoup plus d'étudiants internationaux en nos murs que l'inverse, que les étudiants UQATiens vont à l'international. Donc, physiquement, là, il y a beaucoup moins d'étudiants sortant de notre part. C'est une réalité qu'on observe là, en Amérique du Nord, là, mais
grandement au collège aussi, c'est-à-dire grandement au Québec aussi, dans les collèges, dans les universités. On n'est certainement pas unique dans ce cas-là. L'autre petite question qu'on s'est posée, c'est cette réalité, en fait, est due à quoi, là? Pourquoi on a moins d'étudiants sortants? Je pense que les réponses obtenues peuvent être complexes, ou en fait, les causes peuvent être complexes, mais certainement notre réalité aussi de l'UQAT, nous avons des profils d'étudiants assez variés. C'est-à-dire, on a beaucoup d'étudiants. Comme on est une région ressources, on ne se le cachera pas, on est une région minière, ressources forestières. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants de première génération à l'université. C'est-à-dire que leurs parents n'ont pas été à l'université. On a beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants parents, donc ont déjà des familles, des enfants à la maison. Et on a beaucoup d'étudiants qui sont en retour aux études, donc c'est des étudiants adultes. Donc, ça compose quand même une vaste majorité, on pourrait dire, de notre composition étudiante, ce qui fait que ce n'est pas un profil... disons, un parcours typique qu'on pourrait avoir dans les grands centres, c'est-à-dire collège, cégep, vers le monde universitaire. Ces premiers constats-là peuvent venir influer sur les possibilités de mobilité internationale ou non. Évidemment, quand on a des implications, des responsabilités, qu'on est à un âge plus avancé, qu'on travaille déjà, bien évidemment, vous comprendrez que la mobilité physique peut être plus complexe à orchestrer. Maintenant, ta question initiale, pour fermer ma parenthèse, ta question initiale était la suivante. D'où est venue l'idée de lancer un projet, disons, de collaboration interuniversitaire, internationale, virtuelle à l'UQAT? Bien, il y a d'abord, outre les impondérants du plan d'action de l'UQAT international qui veut qu'on valorise évidemment les enjeux, les perspectives internationales. Pour nous, il est clair que on vit dans un monde mondialisé, cosmopolite, puis le système éducatif, les universités, les cégeps, les écoles, le système éducatif au sens large ont un rôle prépondérant à jouer, un rôle réflexif de préparation, de réflexion, de préparation de futurs citoyens à jouer. Et donc, on s'est demandé de quelle manière on pourrait répondre à cet impératif là, d'ouverture sur le monde, de compréhension des autres, d'interculturalité, comme on peut le nommer, différents termes. Mais de quelle manière on peut y répondre si nos étudiants, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas amenés à sortir des murs et à aller à l'étranger? Bien entendu, il y a toutes sortes de leviers qu'on pourrait prendre, mais un des leviers réflexifs était la suivante, est-ce qu'on pourrait envisager de la mobilité virtuelle? Est-ce que ça peut être un levier potentiel avec toutes sortes d'autres mesures? Mais la conversation d'aujourd'hui tiendra principalement là-dessus. Est-ce qu'on pourrait envisager la mobilité virtuelle? Puis, est-ce que cette mobilité virtuelle-là pourrait répondre à certains, justement, à certains objectifs de formation à l'interculturalité, au développement de la compétence interculturelle, par exemple, chez nos personnes étudiantes? Je pense que c'était pas mal les prémices là, à la base de cette réflexion. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est une conclusion à laquelle sont arrivées d'autres universités en régions éloignées comme ça? Est-ce que c'est une solution à cette mobilité physique peut-être qui est moins présente dans d'autres universités éloignées? Entre conseillers pédagogiques, à tout le moins, là, pour ce que je peux connaître, entre conseillers pédagogiques, nous avons quand même des canaux de discussion dans le réseau des universités. Et puis, c'est pas une pratique répandue, ce que je peux comprendre, tous ces exercices-là, comme le COIL qu'on va parler tout à l'heure. C'est pas des pratiques inexistantes, là, je tiens à le mentionner, mais ce ne sont pas nécessairement des pratiques répandues au sein, en tout cas à tout le moins, du réseau UQ. Il y en a par exemple à l'UQAM, à l'UQTR. Par exemple, à l'UQTR, c'est Relief, en fait, un programme en particulier qui se nomme ainsi. Par contre, ce n'est pas des pratiques qui semblent être si répandues. Puis maintenant, à savoir, est-ce que ça a été, de leur côté, ça a été réfléchi à savoir, est-ce que ça peut répondre à cette question-là ou pallier en partie cette question-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre adéquatement. OK. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des appuis théoriques là, de l'approche COIL? Oui, bien sûr. Nous, quand on s'est posé cette question-là, on s'est dit, on a eu cette réflexion-là d'aller vers la mobilité virtuelle potentielle. On en était à nos premiers pas, à nos balbutiements. On n'avait pas d'expérience concrète là-dessus.
Donc, évidemment, sans prétendre avoir fait une revue de littérature complète, là, sans prétendre l'aspect complètement théorique et scientifique de la chose, on a quand même fait nos devoirs, on a quand même été à la recherche d'informations pertinentes. Et là, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a toute une sémantique autour d'une mobilité virtuelle qui peut prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, dans les termes qu'on pourrait retrouver à la fois du côté européen, francophone, mais également dans le monde anglo-saxon, on pourrait avoir l'apprentissage en réseau mondialisé, l'éducation transfrontalière à distance, le e-mobilité, internationalization at home. Donc là, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc, ce sont des termes qu'on retrouve dans la littérature. Mais évidemment, il y avait des dispositifs ou des modèles qui se démarquaient plus que d'autres. Et vous l'avez nommé en entrée de jeu, le dispositif qui revient le plus souvent dans tous les articles. Alors encore aujourd'hui, en 2026, il y a toutes sortes d'articles qui se consacrent à la question du coil et qui sont publiés là, annuellement. Il y a une panoplie d'articles. Donc, évidemment, c'est ça. C'est le terme coil le modèle coil qui, disons, était le plus frappant, le plus utilisé, le plus mobilisant, à tout le moins, dans ce qu'on a retrouvé. Puis là, peut-être 2 mots rapides sur le modèle coil. C'est un modèle qui a quand même plusieurs décennies là, d'utilisation, qui a été développé à l'Université d'État des États-Unis, State University of New York, dans le fond, par un certain John Robin, qui lui a développé ça, là, puis il a mené plusieurs projets pendant quelques décennies. Donc, ça a quand même fait ses preuves. Maintenant, nous, on était un petit peu à la recherche aussi, comme on est une université francophone dans un monde francophone. Comme je l'ai dit tout à l'heure à votre question, vous m'avez demandé, est-ce que vous savez si d'autres universités de petite taille utilisent ce modèle-là? Ben, on n'a pas trouvé de francisation répandue du terme. Donc, ça pour nous, c'était quand même un enjeu. Donc, c'est quand même un enjeu limitatif à savoir est-ce que c'est très utilisé côté francophone, le coil. On a plein d'exemples côté anglophone, canadien anglophone. On a quand même moins d'exemples côté francophone. Il y a un professeur de l'Université de Montréal au Québec qui s'intéresse à la question, M. Bégin-Cahouette, qui a publié quelques articles, entre autres au niveau collégial. Et l'interprétation qu'il en fait est le suivant, l'acronyme MARI, M-A-R-I, pour milieu d'apprentissage en réseau international. Dans cette définition-là, par contre, on met beaucoup d'ampleur, en fait, on met beaucoup d'emphase sur les espaces numériques d'apprentissage expérientiel, dans la définition de M. Bégin-Cahouette. Et puis nous, on a voulu se détacher un petit peu à l'UQAT, on a voulu se détacher un petit peu de cet aspect-là pour mettre l'emphase davantage sur disons, l'aspect interculturel et international. Donc, on a développé finalement notre propre terme, là, en toute humilité, dans le sens que c'est pas un terme consacré, mais de notre côté, notre traduction que nous en avons fait, ou en fait l'interprétation que nous avons faite du coil est la suivante. Donc, c'est l'ACLIC, donc A-C-L-I-I-C, pour apprentissage collaboratif en ligne, international et interculturel. Puis là, je pourrais vous donner éventuellement une définition de ce que ça veut dire. Non, c'est intéressant de comprendre que l'accent est mis sur la sensibilité interculturelle ou le développement de compétences interculturelles, disons. Tout à fait. Plutôt que sur le dispositif. Je vais interpeller Maxime. Est-ce que tu peux me dire à quel profil d'étudiant s'adresse le projet? Oui, dans le fond, le profil d'étudiant, je pense qu'il y a 2 volets à cette question-là. C'est Bruno Philippe qui a déjà parlé du profil de nos étudiants à l'UQAT, comme de quoi des fois ils sont un petit peu plus âgés, déjà avec des enfants, un retour à l'école, première génération. Donc c'est sûr que dans nos programmes, on va se retrouver avec ce type de profil étudiant-là, étant donné que c'est les étudiants que nous avons à l'UQAT. Si la question est plus en lien avec est-ce qu'on présélectionne, entre guillemets, les personnes étudiantes avant qu'elles s'inscrivent, ben la réponse était, en tout cas, dans notre contexte, on les a pas présélectionnées. Ça a été plutôt le cours qui a été présélectionné, étant donné qu'il y a une complexité à organiser un ACLIC ou un COIL. C'est complexe, étant donné que faut arrimer 2 cours qui sont pas nécessairement les mêmes ensemble, entre autres sur les objectifs pédagogiques. Fait que le profil étudiant que j'avais j'ai fait 2 fois le COIL. Puis, dans ces 2 expériences-là, le profil était plutôt varié. J'avais des personnes avec des enfants. J'avais des personnes qui étaient quand même toutes dans la vingtaine.
il y en avait beaucoup qui avaient des parcours typiques. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Secondaire, cégep, université. J'en avais beaucoup. J'avais quelques personnes avec des parcours atypiques. Dans tous les cas, le groupe classe était super emballé d'embarquer dans cette aventure-là. Puis, quand que je fais de ce genre de projet-là, j'avertis toujours mes étudiants et étudiantes comme de quoi que si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça sera pas de leur faute, ça sera mon erreur et c'est moi qui vais assumer les conséquences. Parce que des fois, ça crée un petit peu d'anxiété quand on déploie ce genre de pédagogie-là qui n'a jamais été faite auparavant dans d'autres classes. Donc, c'est ça. Fait que je les avais déjà avertis. Fait que ça s'était super bien passé. Puis, c'est ça. C'était quand même des groupes plutôt homogènes. Là, ça a bien été. OK. Est-ce que, pour revenir sur un peu le processus là, qui a mené à ce projet, en fait, à t'embarquer dans le projet, est-ce que toi, tu t'es porté volontaire une fois que l'idée a été lancée? Comment ça a fonctionné pour vous rendre là? Bruno Philippe va avoir l'autre côté de la médaille parce que lui était en arrière des coulisses. Moi, ce que j'ai eu, c'est un message de Bruno Philippe faire comme « Hey, ça te tente-tu d'embarquer dans ce genre de projet-là? » Je suis quelqu'un de bien willing dans la vie, fait que j'ai fait comme « Ah, ben ça a l'air intéressant. » Il m'a expliqué un peu c'est quoi la démarche en arrière de l'approche COIL. Puis ils ont dit on a déjà ciblé un professeur à l'Université catholique de l'Ouest, puis elle pourrait être intéressée aussi à faire un COIL. Fait que si jamais t'embarques, on pourrait faire une première rencontre, puis l'aventure a commencé là. Fait que c'est pas moi qui ai initié ça, je savais pas que ça existait avant. Ouais. Puis c'est vraiment Bruno Philippe qui est venu, il m'a informé, puis après j'ai lu dessus, puis on s'est super bien fait accompagner aussi tout au long de notre COIL. Là. Fait que c'est sûr que ça aide, là, c'est donnant les forces, puis un des éléments qui permet la réussite de ce genre de projet pédagogique-là. Mais donc c'est ça, c'est comme ça. C'est grâce à eux autres que j'ai embarqué là-dedans. Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça vous emmener peut-être sur le processus déjà parce que je pense que c'est important de mettre en contexte, tu sais, avant de parler des facteurs de réussite puis des enjeux qui découlent de cette méthode, ce programme-là. Donc, Bruno Philippe, est-ce que tu veux... En fait, comme Maxime vient de le mentionner, c'est quand même à différents niveaux. Je dirais que c'est à 4 niveaux que peut s'orchestrer ou en fait se déployer un projet avant d'être dans la classe, si on veut. Donc, peut-être le premier niveau, là, si on fait un petit peu l'entonnoir, si on peut pas se permettre l'expression, c'est vraiment au niveau institutionnel. Donc, évidemment, les équipes d'internationalisation, là, probablement que c'est le nom consacré, en tout cas chez nous, c'est U4 International, par exemple. Les équipes d'internationalisation sont amenées à contribution. Donc, l'idée, en fait, c'est d'identifier des programmes de cours avec des cours spécifiques et des objectifs qui pourraient, à une session donnée, venir s'inscrire aussi en parallèle ou en partenariat avec des cours qu'on offre ici dans notre université. Et là, de mettre en contact, dans le fond, 2 enseignants qui, potentiellement, pourraient avoir une volonté de réaliser... là, en fait, on a aussi quelques étapes clés dans notre processus que je pourrais vous exprimer dans le processus pédagogique, disons. Mais à la base, c'est de trouver des professeurs partenaires potentiels d'universités distinctes. Donc ça, on est amené à collaborer, dans le fond, avec le service d'internationalisation des universités partenaires. Une fois qu'il y a une première identification qui est faite, ceci étant dit aussi, ça pourrait partir des enseignants. En fait, il pourrait y avoir déjà des enseignants qui se connaissent par exemple, des collaborations de recherche, par exemple, et qui voudraient avoir une collaboration pédagogique. Mais la plupart du temps, c'est que vraiment, ça vient du haut, en fait, des services qui sont à la recherche. Une fois qu'on a identifié certaines personnes avec des cours potentiels, eh bien là, on fait comme Maxime le signifiait, on lance un appel finalement à cet enseignant de part et d'autre et des équipes respectives des universités partenaires et on vérifie l'intérêt potentiel de cette personne-là en premier lieu. Une fois l'intérêt, disons, potentiel validé, eh bien là, il y a une première rencontre qui a lieu entre les 2 enseignants, les services de pédagogie et les services de l'internationalisation pour expliquer vraiment ce qu'est, par exemple, une ACLIC, dans notre cas, et pour expliquer aussi les attentes mutuelles et pour valider aussi à la fois l'intérêt, les implications que ça aura pour les personnes enseignantes, le support offert, et puis pour voir aussi si le courant passe, si la mayonnaise pogne entre les personnes enseignantes, parce que c'est la clé.
c'est la clé, c'est que le courant doit passer parce que ça exige beaucoup, beaucoup de flexibilité de la part des enseignants, beaucoup d'adaptation. Donc voilà, une fois cette deuxième étape franchie-là, cette première étape de rencontre de tout le monde ensemble, si effectivement le courant passe, eh bien là, après ça, c'est la phase vraiment de développement pédagogique, de planification entre les personnes enseignantes, assistées d'un conseiller pédagogique idéalement. Et ensuite, il y aura une mobilisation, le pilotage des activités en groupe classe et après ça, évidemment, l'implication des personnes étudiantes. Donc ça, c'est le processus, disons, macro. Après ça, on pourra revenir, si vous voulez, sur le micro, dans le fond, la pédagogie, puis l'aspect vraiment application dans la classe des étudiants et aussi hors classe, puisqu'il y a une implication évidemment hors classe. Donc tout ça. Mm-hmm. Oui, Maxime, tu disais que ça avait bien fonctionné pour toi, là. Est-ce que la mayonnaise a pris comme... La mayonnaise a pogné parce qu'on l'a fait 2 fois. Mais dans le fond, ce que Bruno Philippe nommait par rapport à cette première rencontre-là avec les différents acteurs, j'appelais ça un peu le blind date, dans le sens où est-ce que on se connaît pas, l'autre professeur et moi, puis c'est comme si on se faisait présenté par des matchmakers en bas de vie. Fait que puis pendant ce blind date-là, on parle justement de nos cours respectifs dans lesquels on voulait inscrire le COIL pour voir est-ce qu'il peut y avoir des intersections entre les cours. Fait que par exemple, quand on a fait l'expérience, c'était sociologie de la jeunesse qui était enseignée à Tahiti, puis de notre côté de l'océan, j'enseignais relations sexe, genre et âge. Puis, une des intersections qu'on était capable de voir, c'était tout ce qui était par rapport aux phénomènes sociaux. Donc, on s'est dit, bon, ben c'est bon, on pourrait en créer notre cours là-dessus. Puis, un coup qu'on s'est dit ça, puis on a vu qu'on s'entendait un peu, on a pris une deuxième rencontre justement pour apprendre à se connaître d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, étant donné que, tu sais, d'un point de vue professionnel, j'ai peut-être l'air d'une telle manière, mais d'un point de vue personnel, je suis peut-être une personne super anxieuse par rapport à certains aspects. Puis ça, quand on est en train de co-enseigner, puis on est pas dans la même salle en plus, mais c'est important de connaître ces petits aspects-là de l'autre individu. Fait que pour justement bâtir sur les forces de l'un et de l'autre. Donc, on a fait cette deuxième rencontre-là. On a fait plusieurs rencontres au courant de l'été parce que dans le fond, quand on a été contacté pour ce blind date-là, ben, on était en début d'année. On était aux alentours de mars-avril. Okay. Puis, fait qu'on avait l'été pour pouvoir monter notre plan de cours, scénariser, planifier, puis tout arranger pour que notre cours soit prêt à démarrer pendant l'automne. Puis tout à l'heure, vous parliez des institutions, vous, parce que vous deux, vous parliez des institutions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être c'est moins utilisé comme approche pédagogique? Ça demande énormément d'efforts. Déjà, de changer la pédagogie d'un cours, ça prend du temps, ça prend beaucoup de réflexion. Puis comme je disais tantôt, on est ultra privilégié à l'UQAT parce qu'on a une super équipe qui peut nous accompagner. Mais là, imagine quand on doit le réfléchir avec une autre personne dans un contexte qui est différent, à l'international. Puis nous, on avait décidé, parce qu'on s'est dit, tant qu'embarquer dans le projet, on va le faire pour vrai. On s'est dit, ben, on va faire 4 cours qui vont être synchrones, puis on va avoir 2 évaluations qui vont être communes. Donc, on s'est dit, tant qu'embarquer, on embarque. Puis, on a vécu l'expérience. Bon, en bout de ligne, ça s'est super bien passé, puis on a super apprécié, mais c'est beaucoup, beaucoup de planification. Fait que je pense que ça pourrait être un des enjeux qui fait en sorte que les personnes enseignantes ne veulent pas nécessairement embarquer directement là-dedans. Mais c'est ça. Fait que, bref, ça a été les premières rencontres, ça a été notre été. Puis ensuite, quand on a commencé à faire, à co-enseigner, ben, je dirais que c'est d'être capable de se baser sur la communication entre les personnes enseignantes, qui est vraiment une clé parce que pendant que les étudiants étaient en sous-groupe pour travailler pendant les périodes synchrones, parce que il y avait ça, il y avait les activités en équipe. C'est le but, hein, si on veut développer des compétences interculturelles. Ben, Aurélie, c'est la professeure qui enseignait avec moi. Aurélie et moi, on se WhatsAppait tout le long. Parce que moi, j'avais le contact avec mes étudiants au Québec. Elle avait le contact avec ses étudiants à Tahiti. On a nos relations de confiance respectives avec nos propres étudiants. Puis, on utilise notre relation pour pouvoir transposer cette confiance-là d'une part et de l'autre du Pacifique. Donc, c'est toutes des petites choses à réfléchir. Puis on est beaucoup dans le relationnel. Puis quand je peux parler pour Tahiti, je sais pas pour les autres pays, mais à Tahiti, c'est très important cette relation-là. Puis si on n'est pas capable de développer de relations,
ben, à ce moment-là, il n'y aura pas de travail d'équipe. Fait que moi, vu que je le savais parce qu'Aurélie me l'avait dit, je travaillais en double avec mes étudiants pour être sûr de travailler leur savoir-être, pour être capable de rentrer en relation. Puis eux, il y avait aussi des besoins ou des inquiétudes par rapport à leur propre situation de vie. Tu sais, tantôt, tu parlais de profil étudiant, mais la plupart de nos étudiants vont travailler. La plupart vont travailler le soir, la plupart vont travailler la fin de semaine. Puis là, le fait de devoir travailler en décalage horaire, ça peut brusquer. Ah ouais, mais là, il y a 6 heures de moins. Comment que je fais, moi, quand que je travaille de telle heure à telle heure? Eux, ils peuvent pas parce qu'ils font X, Y chose, whatever. Fait que, il y a tous ces petits enjeux-là qu'on doit travailler au fur et à mesure que la session avance. Mais c'est ça. Mais s'il y a de la communication, puis s'il y a une bonne entente entre les personnes, professeurs, puis qu'on est prêt à collaborer ensemble, ben, je pense que ça peut fonctionner. Maxime a parlé un peu de ses expériences de co-enseignement, en fait, dans la séquence de la clique. Peut-être qu'on aurait peut-être pu le dire avant, mais pour nous, il y a quand même il y a trois étapes clés, dans le fond, dans l'activité ou le dispositif comme tel de la clique, là. La première, c'est une activité brise-glace. Donc, ces 3 activités-là sont comme obligatoires au processus, si on veut, et on peut en avoir davantage. Comme Maxime, ils ont vraiment intégré le modèle en faisant 4 séances de co-enseignement. Mais dans le modèle de base, nous, ce qu'on suggère aux enseignants, c'est pas nécessairement un modèle aussi intégrateur que ce que Maxime a fait, ce que Maxime et Aurélie ont fait. Par contre, peut-être pour revenir aux 3 éléments clés, nous, qu'on suggère dans le modèle, c'est premièrement une activité brise-glace. Cette activité brise-glace-là peut être synchrone ou asynchrone, mais c'est un moment vraiment de rencontre de l'autre. Donc, évidemment, les étudiants vont être invités à se présenter, à présenter un peu d'où viennent-ils au niveau territorial, au niveau familial, au niveau géographique, etc. Présenter les aspects québécois, en fait, ou abitibiens à des gens de Tahiti. Évidemment, ça peut permettre de comprendre une réalité qui n'est vraiment pas la même à la base. Donc, ça peut être en synchrone, ça peut être enregistrement. Dans d'autres exemples qui ne sont pas nécessairement celui de Maxime, d'autres professeurs ont préféré des enregistrements, etc. Ce qui était aussi très sympathique. Donc, chaque étudiant s'enregistre. On écoute peut-être ça en grand groupe avec la classe, dans chacun des milieux, etc. Donc, c'est la première étape, une activité brise-glace qui est bien essentielle. Ensuite, le cœur, disons, du dispositif, c'est une activité évaluée collaborative. Donc, bien souvent, ça prend la formule d'un travail à réaliser, souvent un travail comparatif entre les 2 réalités internationales. Donc, Maxime pourra vous en parler tout à l'heure du travail comparatif qu'il a fait. D'autres exemples qu'on pourrait donner, en marketing, on a un cours qui s'est réalisé, puis on fait une étude de marché distincte entre des produits québécois-français, par exemple. Et dans ce travail-là d'équipe comparée, si on veut, là, il y a des étudiants, évidemment, du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue, qui sont joints à des étudiants de l'autre université partenaire. Et là, ils doivent trouver des moments ensemble pour réaliser le travail. Et ces travaux-là sont évalués séparément, c'est-à-dire qu'ils sont évalués pour les étudiants québécois par l'enseignant québécois et sont évalués par l'enseignant de l'autre institution. Et des fois, les modalités d'évaluation ou en fait les critères d'évaluation ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ça aussi, ça apporte un défi. Et la 3e étape, en fait, c'est, disons, un travail réflexif ou une objectivation de l'expérience, à la fois pour les étudiants puis pour les enseignants, pour être sûr d'avoir, en fait, quelle est l'intégration finalement de l'activité. Est-ce que ça a été une activité qui a été, disons, payante au plan culturel ou non? Quels sont les gains, les défis, etc. Donc, pour nous, ce sont les 3 étapes, là. Activité brise-glace, activité pondérée, collaborative, puis travail réflexif. Pour l'activité brise-glace, ben c'est sûr que Aurélie et moi, de chacun de notre côté d'écran, on avait présenté nos institutions respectives, puis on avait présenté un peu nos régions pour que les gens puissent comprendre où est-ce qu'on s'ancre. Puis les personnes étudiantes, après, on les avait mis en lien. Puis un des trucs que j'ai trouvé facilitant, là, c'est sûr que je vais parler de stratégie en même temps, là, je suis vraiment désolé, mais une des choses que j'ai trouvé facilitantes, c'était d'être capable de connecter les étudiants via leur laptop, via leur cellulaire, via qu'importe la plateforme, là, pour qu'ils puissent rentrer en contact. Puis, mes étudiants, tout de suite, sont allés avec leur cellulaire, leur présenter le campus, faire le tour, aller dehors. Puis c'était en automne, puis les feuilles, il y avait des feuilles de toutes les couleurs, c'était de toute beauté. Ils sont allés dehors, il fait telle température aujourd'hui, au Québec, c'est comme ça. Puis là, de l'autre côté, ben, là, c'est super beau, Tahiti. Ils allaient avec leur cellulaire montrer la map
mère montrer les différents arbres, la faune, la flore, etc. Donc, ce côté-là était super le fun de voir parce qu'il commençait déjà à créer du contact. Puis, il y avait une première initiation à la culture aussi, où est-ce que on entend un accent qui est différent, où est-ce que nos façons de s'exprimer, même si on parle la même langue, on va pas avoir les mêmes référents. Donc, c'était un premier contact aussi qui permettait de retravailler entre les classes parce que c'est bien beau à faire une rencontre qui va être synchrone, mais après, il y a des choses à consolider d'un point de vue culturel pour s'assurer que la deuxième rencontre, elle soit encore plus adaptée. Fait que ça, pendant cette activité brise-glace-là, il y a eu ça. Puis, on a mis en place un groupe Facebook pour que les personnes étudiantes entre eux puissent communiquer, mettre des photos d'activités. Il y avait Halloween, on a pris une photo de groupe où est-ce qu'on a posté. Fait que plein de petits trucs comme ça, justement, pour essayer de créer de la relation avec l'autre groupe. Mm-hmm. Tu parlais de comment tu avais mis ça en place, puis c'était quand même gros, finalement, là, tu t'étais comme... tu t'étais lancé dans le processus avec de l'ambition. Je me demandais si c'était possible de faire ça à plus petite échelle ou avec Bruno Philippe, tu avais l'air de dire que oui, effectivement, là, qu'il y a comme des étapes de base à respecter, mais qu'après, on peut en faire plus si on le souhaite. Ouais. Tout à fait. Évidemment, même si on respecte, disons, les étapes de base, c'est certain que ça demande quand même passablement d'investissement. On peut pas le nier. Mais évidemment, il y a des personnes plus enthousiastes que d'autres. Mm-hmm. Alors, on est en présence d'une personne très enthousiaste en la personne de Maxime. Mais oui, effectivement, il y a quand même moyen de modérer l'ampleur de l'implication. Donc, effectivement, je pense que l'idée, c'est de respecter aussi le rythme, la volonté de chacun là-dedans. Je crois que Maxime et Aurélie ont vraiment eu une très, très belle connexion professionnelle qui les a amenés, puis là, tout à l'heure, on ira peut-être vers là, mais qui les a amenés aussi à avoir des collaborations qui vont bien au-delà du dispositif à clic, bien au-delà du coil, ce que ça les a amenés. Puis je pense que c'est pas étranger au fait qu'ils ont vraiment embrassé massivement le projet. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette implication-là, il n'y aurait pas eu toutes les retombées professionnelles qu'ils ont eues, qu'ils auront encore par la suite. Là. Ouais. OK. Veux-tu nous en dire un petit mot, Maxime? Oui, dans le fond, après cette première version-là du coil qui s'est passée en 2022, on a refait un autre coil l'année d'après avec les mêmes cours, puis ça s'est soldé par une mobilité, mais physique. Donc, on a eu 2 fois des mobilités virtuelles, puis la dernière fois, les étudiants ont eu la surprise, la bonne ou la mauvaise surprise, on sait pas. Non, la bonne. On a eu du plaisir. La bonne surprise de leur proposer de mobilité physique. Puis c'est ça. Fait que, on a collaboré différemment par la suite. Puis donc ça. Fait que ça a été vraiment une super belle expérience. C'est beaucoup de travail. Mais je pense que pour qu'est-ce que ça nous rapporte comme personne enseignante, puis qu'est-ce que ça rapporte aux personnes étudiantes, je pense que ça vaut vraiment la peine. Là. Mais on met pas ça dans une session où est-ce qu'on est ultra chargé parce que non, ça marche pas. Cher auditoire, nous espérons que vous avez apprécié cette première partie de notre discussion avec Bruno-Philippe Richard et Maxime Blanchette sur la collaboration interuniversitaire à distance. Dans la seconde partie de notre entretien, nous parlons entre autres d'encadrement des personnes étudiantes et du développement de compétences interculturelles dans le contexte de la collaboration internationale à distance. Nous vous invitons donc à poursuivre votre écoute en accédant au prochain épisode pour explorer ces questions avec nous. À très bientôt!